Plusieurs d'entre vous m'ont déjà écouté plusieurs fois ici. La question qui était posée sur le programme, c'était l'espace est-il à conquérir? Et après mon expérience dans l'espace, en particulier en ayant vu la Terre depuis l'espace, et j'en ai déjà parlé, mais je vais en dire quelques mots, ce qu'on appelle l'overview effect, le fait de prendre de la distance par rapport à notre planète, je dis que c'est plutôt à l'espace de nous conquérir, nous. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a trop peu de personnes qui réalisent l'unicité, l'originalité, l'œuvre d'art qu'est la planète Terre dans notre cosmos. Et il faudrait que tous, on arrive à s'approprier l'espace et comprendre que l'espace a une influence sur nous beaucoup plus grande que nous, on l'a sur l'espace. L'espace nous rend service, évidemment. Bon, c'est un domaine de compétition commerciale dans les satellites commerciaux. C'est un domaine de suprématie, de démonstration stratégique, maîtrise des vols spatiaux habités. C'est un domaine d'exploration qui nous permet d'apprendre sur nos origines, d'où l'on vient, où l'on va et comment la Terre s'est formée. Mais plusieurs fois, je l'ai déjà dit, plusieurs fois quand on regarde la Terre depuis l'espace avec des collègues, on a des larmes aux yeux, littéralement. Et on se demande qui ou quoi, comment ce joyau a été créé. C'est plus beau que la plus belle œuvre ou la plus belle peinture que l'être humain ait pu imaginer. C'est les contrastes, les couleurs, cet aspect vivant tectonique, les volcans climatiques, les ouragans, cette unicité associée à l'isolement sur un fond noir, vide, absolu de tout. On ne voit pas les étoiles si on ne fait pas ce qu'il faut pour les voir. Spontanément, par le hublot, c'est noir uniforme. Il y a la Terre et on a l'impression qu'il y a juste une boule, la Blue Marble, le Spell Blue Dot, comme disait Carl Sagan, au milieu de rien. Et j'ai regretté de ne pas avoir de talent artistique pour arriver à décrire ce que je voyais. Et donc, je connais Smith depuis quelque temps. Donc, Smith qui est très inspiré par l'espace. Donc, photographe, cinéaste, doctorante en philosophie. Enfin, tu pourras nous dire un peu plus. Et donc, plutôt que partager cette soirée avec un jeune ingénieur ou start-upper, on aurait parlé de technique, un peu business, j'ai pensé qu'il fallait parler de ce qui nous permet de développer notre identité, nous, espèces humaines. C'est la culture, c'est savoir nous émouvoir, savoir émouvoir les personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller dans l'espace par l'expérience de ceux qui l'ont vécu. Mais j'essaie de décrire, mais je ne sais pas peindre. Je ne suis pas un photographe de talent. Bien qu'on, je peux vous dire qu'on on a des dizaines d'heures de cours de photographie, mais c'est plus parce que le matériel est complexe que sur la façon de savoir cadrer, etc. Et dans mon premier vol de 11 jours, on a pris 8000 photos à 6. Voilà, 6 astronautes. Donc, vous voyez, Thomas, au total, il a dû en prendre, je crois, 80 000 ou quelque chose comme ça, lui seul, dont même pas 2-3% sont gardés à la fin, parce qu'on apprend à faire les... Mais voilà, je vais te laisser dire quelques mots, et puis on va peut-être échanger. Et si vous avez des questions, arrêtez-nous. Hein, mais voilà, l'espace, il n'est pas à conquérir, c'est à l'espace de nous conquérir et de vous conquérir, en vous faisant prendre conscience que l'espèce humaine représente quelque chose d'unique dans le cosmos. Et c'est important qu'on ressente cette identité d'être une espèce unique qui a cette chance de pouvoir réfléchir sur notre condition et qui a la chance, je suis un des 555 privilégiés qui ont pu y aller un petit peu. Mais je pense que plus tard, on ira plus loin, plus longtemps. Mais ce sera une deuxième partie si on a un peu de temps. Voilà. Allez, à toi. Merci beaucoup. Quand j'ai reçu, moi, tout à l'heure, en fait, la proposition de parler d'un espace à conquérir, ça m'a tout de suite frappée. J'ai tout de suite eu un sentiment d'opposition, en fait.
pour moi, l'espace n'est pas à conquérir, comme tu venais de le dire. Le mot conquête, il m'a tout de suite évoqué un vocabulaire martial, quelque chose qui aurait à voir avec une guerre, une colonisation, un assujettissement, quelque chose en tout cas qui serait d'un ordre presque non consenti finalement. Et j'ai été sensible ces dernières semaines. Je pense que vous avez, comme moi dans les journaux, l'appel des 15 000 scientifiques dans le monde qui nous implorent de faire attention, d'être vigilants, d'être attentifs à tous les efforts qui sont faits par les sociétés les unes après les autres pour essayer d'améliorer notre rapport à l'écologie. Celui récemment de l'astrophysicien Aurélien Barraud dans Libération il y a une semaine, qui avec 300 intervenants essayait de nouveau de secouer un petit peu de conscience par rapport aux problématiques écologiques. Et comme il était dit dans la précédente... Ça marche pas très bien. Merci. Dans la précédente communication, que nous sommes justement dans une planète qui a très peu de choses d'être détruite, l'idée de conquérir l'espace m'a paru presque absurde dans un tel contexte. Et j'ai repensé donc à ce mot de conquête qu'on associe généralement plutôt au vocabulaire martial. Et je me suis dit que finalement, le mot conquête, on l'utilisait aussi dans le vocabulaire des relations amoureuses. Conquérir quelqu'un, c'est-à-dire séduire son cœur, obtenir son affection, etc. Et pas forcément, en tout cas je l'espère, par des méthodes qui s'apparenteraient à un rapt ou en tout cas à des choses qui ne seraient pas réciproques. Et dans l'idée d'une conquête de l'espace qui serait plutôt une séduction amoureuse ou en tout cas un rapport de soin avec l'espace, je me suis dit que nous, les artistes et les philosophes, nous avions peut-être des choses à penser qui n'étaient pas pensées par la technique ou en tout cas par les démarches conquérantes de l'espace qui peuvent être par exemple celle de coloniser une planète. Il est question de coloniser dans les années à venir la planète Mars, d'y installer des colonies, des gens qui y vivraient de manière définitive ou non. Et dans mon travail artistique, effectivement, je m'intéresse énormément au motif spatial, quel qu'il soit. C'est-à-dire, je situe souvent des fictions. Je travaille pas avec la réalité, mais plutôt avec ce que la réalité m'inspire, m'évoque ou me permet d'imaginer ou me permet de rêver. Les histoires qui sont rapportées par les astronautes sont un matériau indispensable, merveilleux pour moi. Regarder des conférences d'astronautes qui racontent leur expérience, comme par exemple celle de Jean-François avec comment on dit en français, overview effect. Il y a un nom, je crois. Je ne sais pas s'il y a une traduction, peut-être l'effet de la vue globale. L'effet de surplomb, on pourrait dire ça comme ça. Oui. Surplomb. Et qu'en philosophie, on nomme parfois le point de vue de Sirius, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à la réalité dans laquelle on est entré et regarder les choses d'un autre point de vue. Et je pense que c'est le travail de l'artiste comme celui du philosophe de regarder la réalité différemment et d'offrir la restitution de cette observation à des gens qui n'ont pas finalement décidé de consacrer leur vie à cette modification de point de vue. Et pour en revenir au questionnement à la fois étymologique et aussi écologique, l'idée de la conquête. J'ai été récemment dans mon travail très 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 marquée et inspirée par des philosophies qui sont notamment issues de l'université de Californie à Santa Cruz, qui est une université très importante dans les sciences et dans les sciences humaines, et dont la chaire d'histoire de la conscience a longtemps été occupée jusqu'à récemment par une philosophe qui s'appelle Donna Haraway. Et cette philosophe, qui est par ailleurs biologiste, a écrit récemment un manifeste que je trouve absolument sublime, qui donne les larmes aux yeux presque au même titre que la Terre peut donner les larmes aux yeux lorsqu'elle est vue d'un certain angle, parce que ce travail propose une vision tout à fait différente de la Terre et donc aussi de l'espace que celle que nous utilisons tous, que nous avons tous jusqu'à présent, qui est notre point de vue à nous, d'humains. Et en fait, je vais le raconter très rapidement, mais son manifeste s'appelle le manifeste Cthulhucène. Pour ceux qui, dans la adolescence, lisaient peut-être des romans de science-fiction ou de fantastique, il y a un auteur très connu qui est Howard Philip Lovecraft, et dans le travail duquel, j'en vois qui manifestement ont lu ses ouvrages, il y a un monstre récurrent qui s'appelle Cthulhu et qui vivrait au cœur de la Terre, qui est un grand ancien dans la mythologie de Lovecraft et qui, là, vit à moitié endormi au centre de la Terre et à tout moment menace de se réveiller et de nous dévorer. Et quelque part, c'est une métaphore de l'inconnu, évidemment les abysses, puisque c'est là qu'il vit, mais aussi tout ce que l'humain ignore et qu'il peut craindre comme étant un danger potentiel. Et elle écrit le manifeste Cthulhucène à partir de ce personnage, mais Cthulhu, elle l'écrit différemment.
CHT pour les 3 premières lettres, pour faire référence aux forces chtoniennes, c'est-à-dire les forces terrestres, quelles qu'elles soient. Forces qu'on utilise pour se propulser dans l'espace, pour vivre, pour voilà, que ce soit l'électricité, les forces nucléaires, mais aussi les tremblements de terre. Et ce que propose Donna Haraway pour ne pas finalement être renversé par Cthulhu et disparaître, ce que la NASA prévoit pour dans une 30aine d'années, ce qui est quand même une perspective assez triste, elle propose de modifier complètement le rapport que l'on a à la planète Terre, donc elle, comme d'autres philosophes, Bruno Latour, Isabelle Stengers, appellent par un mot qui évoque la mythologie, Gaïa ou par exemple Terra, et de se considérer non plus comme des humains mais comme des terriens qui font un ensemble comme de parenté, de parentèle avec les autres espèces, que ce soit la mer, les champignons, les insectes, les chevaux. J'en sais rien. En tout cas, tous les terriens devraient quelque part avoir des relations de soins les uns pour les autres pour pouvoir finalement mener un regard différent sur l'écologie et sur notre quotidien et la façon dont on vit ici. Et je parle de la Terre parce que j'ai le sentiment que il y a à mesure que la Terre, nous sommes en train de la détruire, les technologies nous permettent de plus en plus d'imaginer voyager très bientôt dans l'espace. Et donc, ça nous fait immédiatement penser à la conquête. L'espace est-il à conquérir ? Et le cheminement de la pensée serait, oui, le conquérir pour pouvoir y installer les humains qui ont déjà saccagé leur planète. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher de me dire que nous devrions, justement, le terme qu'emploie cette philosophe, c'est to make kin. Le texte n'a jamais été traduit en français, donc moi je traduirais ça par faire parentèle, créer du lien avec tout ce qui n'est pas humain finalement. Et partir dans l'espace, pour moi, ça devrait être un voyage qui aurait à voir avec un cheminement éthique, un cheminement responsable, un cheminement. Michel Foucault parlait de soin, de care, c'est-à-dire traiter les autres avec un soin pareil à celui qui devrait normalement nous préserver. Donc l'espace, pour moi, ne devrait pas être à conquérir, mais pour revenir à cette histoire de vocabulaire amoureux, on devrait non pas aborder la Terre comme la mère nourricière, comme souvent les mythologies nous ont forcé à le penser, mais comme, pourquoi pas, notre amante ou notre sœur, ou en tout cas quelqu'un qui ne nous doit pas quelque chose, qui n'est pas là pour nous servir et pour nous nourrir, comme pourrait l'être l'espace. On ne doit pas traiter l'espace comme un réservoir, par exemple, de nouvelles énergies, mais comme un espace familier qui pourrait être notre maison, ou alors qu'on pourrait visiter comme on visite un ami. Et quand j'ai justement entendu Jean-François parler de cet overview effect, avec la description d'un sentiment finalement presque mystique qui a à voir avec un amour profond pour la planète à partir du moment où on change de point de vue, je me suis dit, ça, seul l'astronaute ou seuls les chanceux qui pourront bientôt voyager dans l'espace, les premiers touristes que va envoyer Elon Musk, etc., puisque la plupart d'entre nous ne pourront pas y accéder, peut-être que le rôle de l'artiste, comme celui du philosophe, c'est de proposer des différents points de vue qui forcément relèvent de l'imaginaire, car j'espère avoir la chance de pouvoir faire un voyage spatial, mais je pense que c'est assez peu probable. Le milliardaire japonais qui vient de... Ouais, je lui ai envoyé une lettre de motivation, mais... Oui, ce milliardaire a proposé d'inviter des artistes, mais je pense que ce sera les artistes qu'il aura choisis, mais bon... En tout cas, je l'ai écrit. Mais en tout cas, ce que nous, artistes et philosophes, pouvons faire, c'est justement nous nourrir de ce que nous racontent ceux qui ont accès, les 155 ou les quelques humains, qui sont peut-être plus tout à fait des humains d'ailleurs, de mon point de vue, après avoir quitté la Terre, mais essayer de restituer ces images, ces rêves, de les traduire dans un langage qui est accessible à tous pour, dans la perspective pas très humble, de créer de nouveaux mondes et de nouveaux systèmes qui nous permettent peut-être, avant de conquérir l'espace, de préserver notre maison. Merci beaucoup, Smith. Ça me touche beaucoup parce que au quotidien, je suis entouré de techniciens, gestionnaires de programmes. On parle technique. Même quand on regarde la Terre, entre nous, très rapidement, on en vient à comparer la Terre à un vaisseau spatial. C'est-à-dire que c'est d'abord une œuvre d'art. On se pose des questions sur le créateur et puis après, on intellectualise ce qu'on observe. Et on compare la Terre à un vaisseau spatial en pensant que tous les humains sont membres d'équipage, pas passagers qui attendent qu'on s'occupe de lui, sans rien faire. C'est avec une responsabilité dans la conduite du vaisseau spatial. Et comment on conduit un vaisseau spatial, c'est apprendre comment il fonctionne et après l'utiliser en respectant des procédures pour ne pas manquer de ressources à la fin. Et sachez que
à l'Agence spatiale européenne, on a la plus belle panoplie de ce qu'on appelle les Earth Explorers, qui sont des satellites qui étudient les glaces, l'eau, la salinité, les vents qui viennent de partir, les forêts, et d'ailleurs sur le GIEC, le groupe international d'études du climat, s'est mis d'accord sur 50 paramètres pour décrire le climat. Sur ces 50 paramètres, il y en a plus de la moitié dont les données viennent exclusivement de l'espace, de satellites. Donc l'espace n'est pas à conquérir, il n'est pas question de s'approprier l'espace, mais c'est clair que l'espace est un outil pour comprendre comment fonctionne notre planète. C'est un domaine fascinant d'exploration pour découvrir, pour accroître nos connaissances. Et je vous dis surtout pour nous faire prendre du recul et nous développer en nous une conscience de notre identité en tant qu'espèce humaine, avec peut-être sa destinée sur Terre. Et grâce aux talents comme les tiens, on peut toucher des publics qui n'ont peut-être pas la facilité pour comprendre techniquement l'espace. C'est pas facile d'expliquer l'espace. Vous savez, on nous demande souvent c'est comment dans l'espace, ou la pesanteur. Je vends de la pesanteur régulièrement à bord de notre avion 0G. Et il y a une femme suisse qui nous disait comment vous pouvez expliquer à quelqu'un qui n'a jamais mangé de chocolat de sa vie le plaisir de manger du chocolat. Il faut le vivre. Mais la pesanteur, qui est très spectaculaire, ça n'est pourtant pas ce qui marque le plus la vie des astronautes. C'est effectivement cette sensation d'appartenir à un monde qui est vraiment unique dans l'univers, dans l'histoire du cosmos, parce qu'il n'y a pas un seul autre objet à ce jour qu'on a vu, en tout cas dans le système solaire, c'est évident, mais même les exoplanètes que l'on devine, on en est à 4000, 5000 exoplanètes à ce jour. La Terre, c'est quand même extraordinaire. À tel point que les exobiologistes pensent que malgré les 40 000 milliards d'étoiles qu'on est capable de voir dans les seuls 4% de notre univers observable, donc qui ont en moyenne chacun une planète, donc ça fait à peu près le même. Ça ne suffit pas statistiquement pour être à peu près sûr que le hasard qui a créé la vie sur Terre, ou qui soit arrivé sur Terre par puisse exister ailleurs. Donc il y a peut-être que nous. Et ça, c'est très important. Donc soyons bien conscients de notre identité et écoutons les artistes. Allons observer leurs œuvres. D'ailleurs, tu exposes, tu peux dire où tu exposes La semaine prochaine à Amsterdam, si jamais certains d'entre vous viennent. Et prochainement à Taïwan et à Toulouse. Donc voilà, là encore, vous êtes les bienvenus. Mais il y aura des artistes un jour dans l'espace, c'est sûr. Alors, il y a des astronautes artistes, il y a des astronautes qui dessinent bien, qui peignent bien. Leonov a dessiné dans l'espace. Certains ont joué des instruments de musique. Mais voilà, donc si vous avez des idées... Juste pour terminer, il y a des Amérindiens qui ont rencontré des spécialistes du spatial et qui leur ont dit « Mais pourquoi vous y allez dans l'espace ? Nous, on n'a pas besoin de fusée pour y aller. » C'est-à-dire que par leur conscience, ils arrivent à se projeter et à ressentir toutes les émotions que vivrait un astronaute dans l'espace sans y aller physiquement. On a perdu dans nos sociétés un peu matérialistes cette capacité de s'évader, mais il y a des personnes qui savent le faire. Donc réapprenons. Merci.